si tu veux. Mais donc, on va apporter du contenu aujourd'hui avec l'histoire de la corruption à Montréal, Marc. Oui. Ben écoute, je suis Montréalais de naissance et tous ici, nous sommes soit Montréalais de naissance ou Montréalais d'adoption. Et ben écoute, c'est ça, on reprend le micro quand même après un hiatus qui nous ramène à août dernier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a la commission Charbonneau qui a déboulonné énormément de gens et de trucs louches. Et ben, comme d'autres, j'ai mal à ma ville. De toute façon, je vais pouvoir y revenir. Mon avatar littéraire essaiera de rétablir la balance un peu. Mon côté plus sérieux, fibre, va essayer de remettre en contexte un peu la corruption au Québec et à Montréal. Parce qu'en fait, bon, ce qu'on voit avec la commission Charbonneau, c'est qu'on nous ramène à peu près dans un horizon d'une quinzaine d'années. Dans le meilleur cas, on nous ramène à la commission Clich dans les années 70. Mais bon, je me suis demandé d'où vient cette corruption-là. Quand on sait qu'il y avait eu le gouvernement de Duplessis avant, puis qu'on peut bien se douter que les gouvernements précédents, celui de Duplessis, n'était pas nécessairement plus propre non plus, ben, je me suis dit, OK, il y a peut-être comme des patterns à essayer de dégager de ça. Sortir de l'actualité puis essayer de comprendre les causes un peu structurelles au phénomène de la corruption au Québec. Donc, je vais essayer de faire un retour rapide là-dessus. Je te fais une histoire de ma chronique. Ça fait 2 semaines que je fais des lectures là-dessus et je me suis rendu compte que j'ai mis le pied dans quelque chose qui dépasse en fait ce que j'avais estimé. Donc, cette chronique-là que je voulais qu'il soit une chronique en elle-même va probablement avoir des enfants dans le courant de l'été parce que j'ai pas le temps de tout parler aujourd'hui. En fait, c'est tellement corrompu qu'il va falloir que je revienne. Écoute, t'as quelques minutes pour nous expliquer l'histoire de la corruption. Voilà. Donc, écoute, si on regarde, j'ai identifié plusieurs veines, en fait, pour expliquer la corruption au Québec. Bon, la première relève des structures municipales en elles-mêmes. C'est-à-dire que bon, comme on le dit parfois que les villes au Québec sont des créatures du gouvernement provincial, en fait, ce qui est très intéressant, ça nous permet toujours de ramener en fait à des rapports, des commissions d'enquête qui ont eu, puis des fois on s'en est rappelé pour d'autres raisons. C'est-à-dire que le rapport Durham, dont tout le monde se rappelle parce qu'il prônait l'assimilation des francophones en Amérique, avait quand même la qualité d'avoir mis le doigt sur un élément important de la gouvernance locale, qui était le fait qu'il n'y avait aucune structure municipale. Des structures que Lord Durham considérait comme constitutives de la vie démocratique, exemple dans les colonies américaines ou encore même en Angleterre, étaient complètement absentes au Bas-Canada à l'époque, c'est-à-dire que tout ce qu'il y avait comme structure administrative, c'était des diocèses, en fait. Donc, c'était des paroisses qui relevaient de la gestion ecclésiastique, mais il y avait absolument rien de local. Donc, c'est à partir de recommandations du rapport Durham qu'on va mettre sur pied des structures municipales. Et c'est vraiment dans l'acte de l'Amérique du Nord britannique, donc de 1867, que c'est vraiment le gouvernement provincial qui est chargé de faire ces structures-là. Ce que ça fait, en gros, c'est que toute la gestion de la ville est décidée par le gouvernement provincial. C'est-à-dire que tous les maires de Montréal qui ont voulu apporter des modifications à la charte de la ville, au statut, à acquérir des pouvoirs de taxation ou autres, doivent à chaque fois aller faire de la représentation à Québec, ce qui fait que, dans le fond, Montréal reste c'est l'expression consacrée que Montréal est un nain politique, mais un géant démographique, considérant que la RMR de Montréal regroupe 48% de la population québécoise. Donc ça laisse place, en fait, si on double ça du fait qu'il y avait absolument pratiquement aucune fonction publique avant peut-être les années 1920. Donc, ça a laissé énormément de place au copinage des premières administrations municipales. C'est-à-dire que les gens qui étaient élus décidaient des travaux, les faisaient faire par de leurs amis, et on estime qu'il y avait au début du siècle environ 25% du budget de Montréal qui servait à payer des pots de vin, et le reste était donné pour payer les ouvrages qui souvent étaient de mauvaise qualité et dont des fois étaient absolument non fondés. Donc c'est carrément depuis que Montréal est devenu une ville d'importance, on pourrait dire vers la fin du 19e siècle, au tournant du 20e siècle, quand on atteint à peu près le cap des 500 000 personnes, on a déjà des problèmes de corruption endémique, de collusion, c'est-à-dire que, bon, on fait travailler nos chums, puis on leur graisse la patte, puis ils nous graissent en retour, puis tout le monde est graissé. Comme ça comme glisse. toi et moi, un peu. Ça glisse, ouais, c'est ça. Mais nous, on le fait à une échelle communautaire. C'est correct. On est entre amis. D'accord.
Donc, en fait, ça va arriver qu'il y a des scandales très tôt. Ok, donc il y a déjà 3 commissions d'enquête sur les agissements de la police qui se tiennent au 19e siècle. Considérant, je suis tombé sur des chiffres tout à fait drôles, c'est-à-dire que la police de Montréal est constituée en 1865, mais il y avait déjà une commission d'enquête sur elle en 1864. Okay. Allez savoir. Bon, donc il y a différentes enquêtes publiques qui sont mises sur pied pour pallier finalement au problème des enquêtes publiques. Je vais les nommer rapidement. Donc, on a l'enquête Cannon en 1909 sur tous les services de la ville, incluant la police, qui va faire des recommandations qui seront pratiquement pas mises en place avant plusieurs années. Mais bon, on constate qu'il y a un problème. Il y a d'ailleurs une première mise en tutelle de Montréal qui se fait au tournant des années 20 parce que la ville est complètement plombée par la corruption ainsi que par les dettes. Donc, il y a un comité de tuteurs, là, comme ce qu'on voit à Laval, qui s'est mis en place ici. Et ce qui n'empêche pas la corruption, parce qu'en 1924, on a la commission Coder, encore là, sur la police de Montréal. On a l'enquête Cannon en 1944, qui est le fils de l'autre. Donc, le premier était Lawrence Cannon, l'autre, c'est son petit gars, là, je me rappelle pas, je pense que c'est Lucien, sur la sûreté provinciale et la police des liqueurs, le district de Montréal. Et finalement, l'enquête Caron en 1950, sur la prostitution et les jeux de hasard illégaux, à laquelle, qu'entre autres, l'enquête a été mise sur pied suite aux pressions de Pax Plante, évidemment, Pacific Plante, qui avait participé dans les années 40 à fermer le Red Light, puis à comment je peux dire là, essayer de tasser les mafieux qui avaient pris contrôle de la prostitution et des paris. D'ailleurs, le juge Caron était quelqu'un qui était très sévère avec le crime. Il était juge depuis quelques années et il était d'ailleurs connu pour avoir condamné des criminels à la peine du fouet, une peine qui était plus en application depuis un bout, mais il disait, on va vous fouetter ma gang de... Il faudrait peut-être faire revenir à ça un peu aujourd'hui. Le fouet, ouais, j'ai rien contre, moi, tu sais, ou le gibet. En tout cas, tu sais, écoute, quand tu travailles, non, mais tu sais, quand tu regardes l'histoire des peines de justice, c'est bien plate ce qu'on fait aujourd'hui comparé à ce qu'il y avait dans le temps. En tout cas. Donc, tout ça pour dire qu'il y a énormément de corruption, tu sais, dont on se dit, bon, OK. Ce qui arrive, c'est que les villes ont pratiquement aucun pouvoir de taxation. Doivent reposer sur du financement qui est uniquement privé pour leur campagne leur campagne d'élection, ainsi que pour le fonctionnement de la ville. Donc, dans les années 30, il faut savoir qu'il y a énormément de descentes qui sont faites. Alors, c'est Camillien Hood, à cette époque-là, qui est le maire de Montréal. Il y a énormément de descentes qui sont faites dans les tripots de jeux, des débits de boissons illégaux ou des maisons closes. Et donc, c'est comme ça que la ville se finance. Donc, on crée des amendes, c'est complètement factice. Là, les descentes de police sont arrangées. Tant que les mafiosi payent la note, il y a pas de problème. On se finance de cette façon-là. Le jeu est florissant. D'ailleurs, l'administration Drapeau va mettre sur pied des loteries municipales pour se financer elle-même, jusqu'à ce que Pierre-Éliott Trudeau légalise le jeu au Canada. D'ailleurs, c'est très drôle. C'est en 69 que Trudeau a légalisé le jeu. Il a passé ça dans le même bill omnibus que la loi qui légalisait l'homosexualité. Donc, ça a complètement passé dans le beurre parce que tout le monde était comme scandalisé qu'on permette la sodomie au pays. J'aime pas ça que tu utilises l'expression « passer dans le beurre ». Surtout en parlant de la sodomie. Oui, c'est ça. Ouais. Mais va falloir peut-être que tu reviennes la semaine prochaine, une autre fois, pour nous en conclusion, si on résume un peu le... Mon Dieu, écoute, j'ai manqué atrocement la deuxième partie du 20e siècle. C'est incroyable. Si on résume très rapidement la deuxième partie, mon point, OK, c'est qu'on a des structures municipales qui sont défaillantes au niveau de la gouvernance, au niveau du financement. Et il faut aussi savoir que Montréal est une plaque tournante du crime organisé en Amérique du Nord, c'est-à-dire que les paris passait beaucoup par Montréal, ce qui permettait aux mafiosi américains de pas tomber dans la législation fédérale qui les empêchait de faire des appels d'un État à un autre, donc en passant par Montréal. Donc, il y a vraiment une prise très forte du crime organisé dès le début du 20e siècle qui est encore présente aujourd'hui. Et donc, ça aussi, c'est un élément qu'on peut comme pas sortir nécessairement du casse-tête, c'est-à-dire qu'on fait partie d'une géopolitique du crime organisé en Amérique du Nord et il n'y a pas trop à s'en sortir. C'est des gens qui sont là, qui sont extrêmement puissants depuis très longtemps. Donc, si je peux vraiment comme boucler là-dessus, parce que tu me regardes avec des gros yeux, c'est... des yeux d'amour. Oui, des yeux, évidemment, tu sais, mais d'amour sévère, paternel. Donc, ça c'est l'idée sur laquelle je vais revenir aussi, c'est que... comment je peux dire? C'est triste à dire, mais la corruption est constitutive de notre pays. Je veux dire, la collusion elle-même est constitutive des pratiques politiques de ce pays-là. Qu'on regarde, exemple, la Confédération repose grosso modo sur un deal entre des banquiers, des industriels pour le chemin de fer et la clique de politiciens qui étaient là. Donc, avant ça, on avait une collusion qui relevait du système colonial. Ensuite de ça, on a une collusion qui relève d'un libéralisme conservateur entre des grands financiers et des politiciens.
On a éventuellement la mafia qui vient se greffer là-dedans, et je suis tombé sur un ouvrage de Richard Le Hir, qui est La dépossession tranquille, l'Empire des marais. Et on se rend compte qu'avec le tournant néolibéral à la fin du 20e siècle, on a des multinationales comme SNC-Lavalin ou encore Power Corporation qui viennent carrément phagocyter l'État. Puis tu reviendras nous reparler de ça. SNC-Lavalin, d'ailleurs, un fleuron du Québec, malheureusement, qui est tombé justement dans poursuivi ce même au Bangladesh système. Et dans le Maghreb pour corruption. Tu reviendras, Marc. Je le sais que tu en as beaucoup à dire, mais tu reviendras. Je vais revenir. On revient tout de suite après ce pont sonore avec un invité en direct de Coudjouac.